Passer au bovin laitant. On va notamment parler de finition, donc avec Eva Groens de l'Institut d'élevage, Myriam Ballas du pôle Biomassif Central, Catherine Esperton de l'ITAB et Jean-François de Glory pour Forêt Bio. Donc, bonjour à tous, donc, Eva Groens, je travaille au département économie de l'Institut d'élevage et je vais vous présenter les premiers travaux qu'on a pu conduire dans le cadre du projet Casar Proverbial sur la production des mâles issus des élevages bio en France. Alors, quelques mots d'introduction sur le projet Proverbial. Le principe du projet, c'est de proposer des types de mâles finis en bio, plutôt orientés pour la RHD, qui permettent d'un côté de générer de la valeur ajoutée au niveau des exploitations, en cohérence avec les ressources territoriales disponibles, et de l'autre côté, de répondre aux attentes des consommateurs dans ce marché particulier. Et l'idée du projet, c'est également d'aller jusqu'à favoriser l'émergence de filières sur des territoires à travers des groupes. Voilà. Et donc, voilà, donc la voie qui a été envisagée dans le cadre de ce projet, c'est celle de jeunes mâles finis, donc qu'ils soient des veaux rosés ou peut-être des bœufs rajeunis. Et donc pour ça, le projet se structure en 4 étapes. Première action dont on va parler aujourd'hui, donc la place du troupeau allaitant dans la viande bio en France aujourd'hui et les perspectives d'évolution. Deuxième action de test d'itinéraire technique en station expérimentale. Ensuite, on va tester les produits auprès de consommateurs. Et enfin, chercher à accompagner le développement de filières dans 2 territoires pilotes. Donc là, on est vraiment au début du projet. Hein, c'est un projet qui va terminer fin 2023, si je ne me trompe pas. Et du coup, nous, là, on est vraiment dans la première phase d'exploration, déjà voir ce qui existe aujourd'hui. Alors, pour poursuivre la production ici des cheptels bio, on va s'appuyer sur l'analyse des bases de données d'identification animale qu'on valorise généralement au niveau du département économique, au niveau France entière. Et là, on va regarder, grâce aux données de l'agence bio, on va pouvoir identifier le sous-échantillon des exploitations bio et voir quels sont les produits qui sortent de ces exploitations. C'est quelque chose donc, qui a déjà été fait par le passé, en particulier une étude pour la section gros bovins d'Internet, dont on va réutiliser une partie des travaux dans le cadre de ce travail. Une précision, c'est que finalement, on va pouvoir étudier la production issue des élevages bio, mais sans être certain que les animaux sont effectivement labellisés en bio. Parce que ça, c'est une information qui ne nous remonte pas derrière. Voilà, donc déjà, on va repérer ces exploitations. Première chose qui ne surprendra personne, hein, on voit une belle progression de 2010 à 2018, qui est pour l'instant la période qu'on peut étudier. Voilà, donc on repère à peu près toutes les exploitations bio dans ces données d'identification animale. Il en manque quelques-unes, mais globalement, on a une bonne vision. Une fois qu'on a repéré ces exploitations, on peut repérer donc, le cheptel allaitant bio qui s'y trouve. Là, vous avez par exemple la carte au 1er janvier 2019, dans les cheptels biologiques. On voit ressortir les grandes races allaitantes, charolaises, limousines, blondes d'Aquitaine, également les rustiques qui occupent une belle part dans le cheptel bio français. Donc, dans le cadre du projet, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de savoir ce que va devenir aujourd'hui un mâle qui naît dans une exploitation allaitante biologique. Pour ça, on va se positionner un peu par le passé, donc sur une cohorte née en 2014, et chercher à voir, les veaux qui sont nés en 2014 dans des cheptels bio, finalement, qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite. Première destination possible, la vente finie. Donc là, vous avez ici des veaux issus du cheptel laitier, ici des veaux du cheptel allaitant. Si on cible sur les mâles du cheptel allaitant, on va retrouver de l'ordre de 35% des animaux qui vont être produits vraiment pour abattage au sortir d'un élevage bio, avec donc, une production assez importante de bœufs, plus importante nettement qu'en conventionnel, très peu de jeunes bovins par rapport à son bovin conventionnel, je pense que ça n'étonne pas personne, et également une part importante de veaux. Si on regarde au niveau des mâles du cheptel laitier, là on voit qu'on a vraiment une proportion qui est de l'ordre de 15% des mâles qui vont in fine rejoindre l'abattage au sortir d'une exploitation bio, donc une proportion extrêmement faible. Et donc que deviennent les autres mâles? Eh bien, en grande partie, ils sont exportés, en petite partie, on va dire, ils sont exportés à l'international. Donc là, c'est vraiment de la vente de broutards. Et ici, ils sont vendus comme broutards à destination d'exploitation conventionnelle. Donc c'est extrêmement important en mâle allaitant, mais également en mâle laitier, où là, pour le coup, ils partent en petits veaux dans des proportions extrêmement importantes.
Voilà, et donc évidemment la part restante partant en reproduction cheptel principalement cheptel bio. Et donc nous clairement dans le cadre du projet, la question c'est est-ce qu'on peut finalement faire un peu remonter cette partie-là et avoir moins de mâles qui partent en maigre. Si on regarde par le passé comment ça a pu évoluer, on voit que finalement c'est globalement extrêmement stable. On note quand même plutôt une légère progression des bœufs qui mérite d'être signalée parce que c'est absolument pas ce qu'on observe quand on regarde les statistiques au niveau total, on va dire, donc conventionnel plus bio. Donc ça c'est déjà un premier message. Et ensuite, plutôt un tassement des produits non castrés, jeunes bovins et bovins jeunes, donc qui ont moins de 12 mois. Alors, très rapidement sur la vente en maigre, là, je vais passer très rapidement, mais une information quand même qu'on a pu voir, c'est que finalement, pour 2017-2018, on a pu voir où partaient les animaux. Et finalement, ce qui ressort, c'est que la plupart des mâles qui quittent les cheptels bio pour être exportés partent plutôt vers l'Espagne que vers l'Italie. Donc, c'est à l'inverse de ce qu'on a au niveau conventionnel. Et maintenant, on va revenir sur ce qui nous intéresse plus, qui est la production finie. Et donc là, l'idée dans le cadre du projet, c'était de pouvoir suivre quels sont les types d'exploitation qui vont finir les mâles. Et pour ça, on a cherché à suivre un indicateur assez simple, qui va être le nombre de mâles vendus finis par rapport au nombre total de mâles, pour chercher à voir si finalement, si c'est chacun qui finit quelques mâles, ou bien quelques exploitations qui finissent tout, et les autres qui ne finissent rien, qui vendent tout en broutard. Et donc, si on regarde cet indicateur, on va retrouver, là, vous avez le total des exploitations allaitantes. Donc là, on est sur des exploitations de plus de 20 vaches allaitantes. Après, si on regarde sur les plus de 10 vaches, on retrouve à peu près les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté 44% des exploitations qui finissent moins de 10% de leur mâle. Donc au final, ça va être principalement des taureaux qui vont sortir de ces exploitations. Mais donc il ne va pas y avoir de produits de type jeune mâle, on va dire. Et de l'autre côté, 16% des exploitations qui, elles, finissent plus de 90% de leur mâle. Et ensuite, des proportions intermédiaires qui peut-être là vont plus être la cible possible du projet, c'est-à-dire des exploitations qui finissent déjà au moins quelques mâles et qui peut-être pourraient en finir davantage. Si on cherche à voir l'effet de la taille de l'atelier là-dessus, on voit que finalement on va rencontrer sur des petites exploitations, donc moins de 20 mâles vendus dans l'année, on va avoir une proportion plus importante d'exploitations qui vont finir une part importante de leur mâle. Donc là en rose, on trouve des proportions importantes d'exploitations qui finissent beaucoup de mâles. Et de l'autre côté, sur des exploitations plus grandes, on va avoir peu d'exploitations qui se finissent. Un point qu'on a trouvé assez intéressant, c'est que finalement, si on se positionne en 2018, on regarde depuis combien d'années étaient converties les exploitations, on voit que finalement, dans les 3 premières années après conversion, on a très peu d'exploitations qui finissent beaucoup de mâles. En revanche, après ces 3 années de conversion, on retrouve davantage d'exploitations qui finissent des mâles. Donc là, nous, derrière, ce qu'on a vraiment envie de voir, c'est déjà comment ils étaient avant conversion. Est-ce qu'ils étaient naisseurs et le passage au bio les a encouragés à aller vers davantage de finition des mâles, ou bien est-ce que c'est une phase de transition au moment de la conversion? Donc là, c'est des choses qu'on doit suivre, c'est la suite des travaux, on va dire, pouvoir suivre les trajectoires des exploitations. Voilà, donc si on zoome sur ceux qui finissent 100% de leur mâles, là vous avez les produits qui sortent de ces exploitations qui sont un peu les championnes de la finition des mâles, on va dire. Donc environ la moitié de veaux, environ un quart de bœufs, et puis quand même 15% de jeunes bovins, donc des animaux qui vont être abattus entre 12 et 24 mois, donc ils sont plutôt surreprésentés finalement dans cette catégorie par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, donc pour la suite, je vais un peu plus vite. Donc, bon, là, vous retrouvez la production globale issue des cheptels bio. Donc, on retrouve la croissance liée à la croissance du nombre d'exploitations. En revanche, on se retrouve avec une part extrêmement importante de femelles et une sous-représentation des mâles dans les produits. Donc, derrière, un levier potentiel de croissance de la production de viande issue des cheptels bio à travers la valorisation des mâles. Ensuite, quand on regarde les caractéristiques de ces animaux à l'abattage, ce qui ressort quand même, c'est qu'on a globalement, pour une même race, un même âge, de moindre performance à l'abattage en bio qu'en conventionnel, avec en particulier un poids carcasse qui va être plus faible,
pour l'ensemble des catégories, à part pour les veaux, parce que finalement, comme on les a plus âgés, ça finit par compenser. On retrouve également une conformation globalement moindre, même si on retrouve également des animaux de qualité bouchère. Et enfin, un engraissement également moins important. Ça s'observe, voilà, ce que je vous disais, toutes les catégories, toutes les races. En revanche, un point qui est important à signaler, c'est que finalement, ces faibles poids et faibles conformations, ça ne pose pas forcément de problème aux filières. Parce qu'aujourd'hui, le marché est extrêmement tourné vers la viande hachée, donc là, c'est vraiment pas un problème. En revanche, l'engraissement, lui, qui a été signalé, peut quand même poser problème pour le coup. Et puis, donc voilà, l'engraissement reste un problème en allaitant. Et puis, en perspective de développement de la filière, il reste la question de voir s'il ne faudrait pas quand même avancer vers des produits de qualité, notamment si on veut toucher des créneaux comme la boucherie traditionnelle. Et donc, il y avait donc, un volet enquête dans cette action pour voir les premiers éléments de positionnement possibles pour les mâles allaitants en RHD. Donc, je vous présente voilà, tout premiers résultats, mais les enquêtes sont encore en cours. Aujourd'hui, donc, ce qui est avancé vraiment comme opportunité par les opérateurs, c'est la loi Egalim qui ouvre des perspectives en matière de commercialisation RHD collective. Parce que voilà, il y a cet engagement d'aller vers 50% de produits de qualité durable, dont au moins 20% de bio, donc avec peut-être des opportunités pour le veau rosé bio pour se positionner sur ces marchés avec une forte demande. De l'autre côté, la diversification des sources de protéines et la lutte contre le gaspillage qui, paradoxalement, peut-être pourrait offrir des opportunités pour la viande bio, avec la possibilité de dégager un peu du prix du ticket pour pouvoir positionner des produits plus chers. En revanche, pour l'instant, ce n'est pas ce que font les opérateurs. Ils font ça plus pour les carottes râpées que pour la viande aujourd'hui, pour schématiser. Donc voilà, nous la question c'est finalement, est-ce qu'on a une opportunité pour placer des jeunes mâles finis grâce à ça? Et donc pour ça, il y a des avantages, avec des tests plutôt bien calibrés, la tendreté. En revanche, il y a pas mal de freins également. Donc premier frein, la couleur, qui va être non identifiée encore, on va dire. Donc des catégories qu'il va falloir faire connaître, donc peut-être derrière des pistes de solutions à la communication. Ensuite, on est globalement sur un marché qui est peu rémunérateur, en forte concurrence avec la vache laitière en particulier. Donc là, derrière, il va y avoir de sacrés enjeux en termes d'équilibre carcasse pour que ça puisse passer dans le ticket de la RHD tout en offrant une valorisation au prix des éleveurs. Et puis la dépendance à la ressource fourragère qui, cependant, peut être de plus en plus gérée par la surgélation, qui est de plus en plus acceptée par les opérateurs. Voilà, donc en guise de conclusion, pour l'instant, ce qui ressort de l'étude, on voit ces fuites colossales d'animaux maigres qui quittent les cheptels bio pour rejoindre les cheptels conventionnels, donc derrière un potentiel levier de croissance important. Des carcasses également plus maigres, moins conformées, moins lourdes, donc qui trouvent aujourd'hui leur marché, mais encore là, des opportunités de développement. Une production qui est assez polarisée entre entre engraisseurs et naisseurs, en tout cas peu d'exploitations qui finissent une part importante de leur mâle. Un effet conversion qui nous semble intéressant à creuser pour vraiment suivre les trajectoires des exploitations vers l'engraissement. Et puis les veaux de 8 mois qui constituent le principal produit fini aujourd'hui en allaitant, mais donc la question c'est voilà, est-ce qu'il y a d'autres jeunes mâles qui pourraient se positionner dans le cadre du projet? Voilà, donc on doit prolonger les analyses sur les années 2019, 2020, il y a encore toutes sortes de choses à faire, notamment au niveau des trajectoires des exploitations. Et puis évidemment tout le reste du projet, donc les entretiens filières qui se poursuivent, les tests d'itinéraires qui sont en cours, et puis les tests consommateurs qui pourront être extrêmement intéressants sur ces questions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, on va prendre 2-3 questions. Vous pouvez retrouver les présentations et les vidéos sur le site du pôle bio et celui de l'ITAB. Stéphane Thierry, je suis producteur. Par rapport là, en bio, il y a énormément de variabilité entre les races. Donc par rapport à ce projet, ma question était, c'est surtout intéressant pour des races qui sont moins valorisées dans les circuits à l'heure actuelle bien identifiés. Mais si on prend des races comme charolaise, peut-être un peu moins, mais comme blanc d'Aquitaine ou limousine,
par rapport au projet de restauration, notamment hors foyer, peut-être pas en veau rosé, mais plus en jaune bovin, la différence par rapport à des broutards rémunérateurs n'est pas forcément intéressante sur le sujet. Effectivement, oui. Effectivement, il faudra avoir l'approche race dans l'analyse, absolument. Mais sur les races qui ont été sélectionnées pour les essais, peut-être Catherine, tu veux un petit chez de monde? Oui, les races qui ont été sélectionnées pour les essais, c'est beaucoup de limousines et de charolaises. C'est des stations XP, Torigny d'Anjou, et puis. Ils sont quasiment toutes en limousine. Mais il y en a une en charolaise. Ah oui, il y a pas d'autant qui peuvent répondre. Et une avec croisement Angus. En fin de compte, tu vas avoir en station expérimentale, tu vas avoir les boards, ça va être plutôt en limousine. Torigny d'Anjou, c'est une limousine avec croisement en bus. Et pour ce qui est de Salamix, expérimentation système des migrants en zone de montagne, c'est salaire et en bus. Donc avec une notion là, c'est plutôt des SP qui vont être plutôt sur des animaux, question peut-être de rajeunir les bœufs, mais avec les questions de la précocité. Et là, la question qui est rajoutée, c'est que ces races, oui. On a intérêt à les vendre en boutard. Oui, et puis d'autre part, autre question qui pose, puisque vous parlez du croisement. Donc, par rapport au grid classique qu'il y a à l'heure actuelle, quand vous avez un DAF qui est en race pure et un DAF qui est en 39, c'est pas tout à fait le même tarif, c'est moins 0,50. Donc, à ce moment-là, il faut avoir un schéma qui est bien identifié, avec une production qui est bien identifiée, soit sur un territoire ou une zone, mais pas tout venant. Autrement, la plus-value, elle est tout de suite partie à cause du croisement. J'ai une question de Florine Marie, IBB. Concernant la problématique de couleur de la viande, est-ce que c'est un vrai problème relevé par les consommateurs, frein exprimé à l'achat, ou est-ce que c'est un frein imaginé, prédit, anticipé par les acteurs économiques de la filière? Alors, bon, c'est pas moi qui fais les entretiens filières, mais de ce que je comprends aujourd'hui, pour l'instant, c'est identifié au niveau des acheteurs. Donc, enfin, pas au niveau des consommateurs, hein, au niveau des filières, effectivement. Et il y a une vraie question qui est de savoir si ça bloque au niveau du boucher qui ne veut pas acheter, ou même de l'acheteur de RHD, etc., ou si c'est au niveau des consommateurs. Et pour l'instant, on sait que ça bloque au niveau filière. C'est un peu historique aussi le sujet, si tu veux. Quand tu vas dans une boucherie, dans un rayon trad, et que tu as du veau et de la couleur de la vache, ça passe pas, quoi. Donc ça veut dire que par rapport à la question, c'est identifié, quoi. Il va falloir apprendre aux consommateurs que c'est pas parce que la viande elle est plus colorée qu'elle est moins bonne, quoi. Et c'est par exemple une question qui va être étudiée. On a un projet sur la région Auvergne-Rhône-Alpes où il y a une tradition, en tout cas autour de Lyon, de consommation de jeunes bovins, justement, mais voilà, en conventionnel. Et il y a justement une partie d'étude qui va porter là-dessus, voir à quel niveau, si finalement pour le consommateur, à quel point il est au courant de la couleur des animaux et de la couleur de la viande, pardon, ou si c'est au niveau des filières que ça se positionne. C'est une question à creuser. C'est pour ça aussi que dans le projet, on est sur la restauration hors domicile. On ne peut pas forcément tout aborder. Et donc, du coup, c'est peut-être dans un secteur où la couleur sera peut-être moins impactante. Jean-François réagit. Non, je n'ai pas écouté ce que tu as dit. Non, mais... Oui, c'est clair, ça. Ouais, c'est évident, c'est-à-dire que du veau rosé, tu peux casser un veau totalité, ça fait ton équilibre matière et ça se vend en sauté en restauration. C'est pas... T'as pas la problématique de la couleur. Mais c'était un des choix aussi pour voir si c'était faisable. Oui, je vois. Après, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport au marché, on est bien d'accord. Parce que ça me rappelle aussi, ça je voulais poser une question, quand on a fait l'étude sur le graissement des molles, mais ça date déjà, c'était le baron bio. Et en fait, on a déjà fait des constats quand monsieur parlait du broutard. Effectivement, on regardait tout de suite le cours du broutard à côté, puis tu mettais l'autonomie du système. Tu regardais parce qu'on avait des systèmes où, alors là, je suppose que vous faites à l'herbe, mais nous, à un moment donné, on avait vu avec des mâles entiers, mis à part quelques-uns, parce que quand tu les fous à l'herbe, vas-y pour les... Voilà. Et donc, en fait, le constat, c'est que la majorité, il fallait les finir avec du sec, quoi.
Et quand tu les finissais avec du sec, et je parle en particulier de la céréale, les trucs, ça passait plus économiquement après, quoi. Donc le broutard venait en face, et tu pouvais pas, quoi. Je sais pas, ça va sans doute venir dans une deuxième étape, parce que j'y pensais, on voit ceux qui finissent, mais on n'a pas les systèmes derrière. C'est-à-dire sans doute que le système, ceci explique cela aussi, quoi. Oui, et puis de fait, si aujourd'hui les mâles partent en broutard, c'est qu'il y a une explication, quoi. Enfin, c'est que... ça, et après, tu vois, il y a un raisonnement que nous on avait fait aussi dans ce cadre-là, c'était la diminution du cheptel de vache, je me rappelle, moi, c'est-à-dire à UGB équivalent, chargement équivalent. C'est-à-dire tu diminuais le nombre de vaches, mais tu augmentais le nombre de bœufs, par exemple. Donc tu pouvais avoir un problème de trésorerie le temps que tes bœufs viennent, mais globalement, ça tenait la route, le système. Et il y en a qui l'ont fait, tu vois, de passer en bœufs, mais petit à petit, pour commencer avec quelques bœufs, puis après en faire un peu plus. Donc il y a pas mal de systèmes à regarder aussi. Oui, et justement, enfin, ou dans les suites du travail, bon, sur la partie base de données, justement, l'idée c'est de voir si on arrive à identifier des trajectoires qui vont amener à l'engraissement, voir où ça se passe, où ça se trouve, et si, voilà, un peu le chemin qui est suivi, s'il y a des choses intéressantes. Si je vais laisser Patrick poser sa question, on passera à la suite après. Non, c'est pas une question, c'est un petit témoignage par rapport au broutard. Alors, en plus, je m'excuse que j'ai dû sortir, discuter un peu dehors, et donc j'ai pas écouté la présentation, mais c'est pas pour autant que je vais le dire. Non, c'est justement sur une ferme expérimentale où, donc, à l'accueil en montagne ici. Donc, on a fait des croisements pour produire des animaux gras et jeunes, donc des salaires croisés Angus. On les a vendus, on a vendu nos animaux, donc les animaux de 2020 ont été vendus début 2021 à 13 mois. En gros, 250 kg de carcasse, relativement bien finis. Et quand on parlait du broutard, ils ont quand même été vendus à 3 € le kilo de carcasse. Donc, c'est des animaux qui ont fait en gros entre 700 et 800 balles par tête. Et c'est-à-dire le même prix qu'un broutard qui aurait été exporté dans le bassin méditerranéen. Et là, ces animaux, ils ont été vendus à un abatteur local, en bio, et ils ont été valorisés dans la RHD bio, dans la restauration collective en bio. Donc on voit quand même ces animaux valorisés dans une filière bio, locale, ont été vendus au même prix par tête que s'ils avaient été exportés en broutard dans le bassin méditerranéen. Donc on ne peut pas forcément comprendre que les éleveurs font du broutard. Mais ça contredit par contre le projet qui est fait avec Elie, parce que les tarifs, on n'est pas tout à fait dans les mêmes tarifs. Sur un broutard Limousin l'année dernière que vous dites, on est plutôt à 1050 €. Oui, alors, et puis là, quelle quantité de concentré ça alors voilà, donc ce qu'il y a, c'était déjà, il y avait un code race croisé Angus, donc il y avait déjà le code race, hein, et puis également, ce sont des animaux de la naissance à l'abattage, zéro concentré. Donc l'été sous la mer, et puis ensuite sevrage au mois d'octobre, et du mois d'octobre au mois de février, enrubanage plus soin. Apparemment, la conformation, enfin l'état d'engraissement n'a pas posé de problème à l'abatteur. Toute dernière intervention. Oui, j'avais une question, une remarque. Tu as parlé de moindre performance et qu'il faudrait essayer de compenser en améliorant la qualité, enfin sous-entendu conformation et état du gras pour travailler la boucherie traditionnelle. Et donc, ça m'attire deux remarques. Quand tu parles performance, de quelle performance on parle? Est-ce que dedans on intègre l'aspect bilan carbone, par exemple? Et deuxièmement, sur l'aspect, il me semble qu'au niveau de la boucherie traditionnelle, on peut le regretter, mais ce n'est pas le débouché qui se développe le plus. La boucherie Oui. Et ça, tu dis, c'est pas l'inverse? Non. Au sujet. Alors, j'ai une discussion. Déjà, pour répondre, effectivement, le terme de performance, là, n'englobait vraiment que poids, carcasse, conformation, engraissement. Donc, c'est des moindres notes à l'abattage, on va dire, mais on ne parle pas de performance, effectivement, que ce soit environnementale ou même économique. Et justement, est-ce qu'on n'est pas à un moment où ce serait le moment, alors je sais bien que ce n'est pas dans nos habitudes, mais est-ce que ce n'est pas le moment où il faudrait intégrer des critères comme ça dans les études qu'on fait, quoi?
ils sont prévus dans l'étude, c'est-à-dire en gros dans le travail qui est fait aussi dans le suivi des produits, enfin des animaux qui vont être testés en exploitation expérimentale, mais aussi en ferme commerciale. Mais avec l'idée d'avoir une qualité gustative, mais avec un public non averti, mais aussi travailler sur le côté argument sur la qualité environnementale. Mais là, c'est qu'on amènera des éléments à la discussion, après c'est de voir comment ils peuvent être pris en compte derrière. Mais effectivement, on essaiera d'amener des éléments sur ces questions-là de qualité, on va dire, entre guillemets, environnementale. C'est pour ça qu'on essaie d'aller sur des animaux au maximum à l'herbe. Mais vu tout ce qu'on a vu déjà en bovin-lait, comme conséquence au niveau aléa, enfin voilà, on aura aussi des... Voilà, c'est que d'éléments de réponse, quoi. Ça va pas être simple. Je pense pas qu'on arrive à résoudre tous les problèmes là. Hein. Non, parce que ce schéma-là, franchement, il est compliqué. Hein. Lequel? Faire du beau rosé, qui se passe par rapport à du broutard, franchement... Surtout même maintenant avec le cahier des charges qui va être encore moins favorable. En plus. On est tombé sur le créneau un peu plus compliqué, voilà. Ouais. Mais c'était un pari risqué aussi. C'était aussi, voilà, c'était aussi, je pense, l'occasion de discuter de... On ne fait pas prendre de risque, l'avantage. Voilà. C'est-à-dire qu'on verra si on peut apporter des éléments à la réflexion collective pour faire avancer les choses. Mais effectivement, l'idée, c'est de voir si on peut utiliser maximum la ressource herbe pour répondre à un certain type de marché. Mais est-ce qu'on peut? Bon.